Booktube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est l'update lecture de toutes mes lectures du mois de juillet. Avant de commencer, je voudrais juste dire merci à deux personnes qui vont directement se reconnaître. D'ailleurs, rien que dire ça, elles savent de qui je parle. Je parle de ma cousine Elisa et de sa meilleure amie Thaïs qui regardent mes vidéos et c'est seulement les deux personnes de ce bas monde qui regardent mes vidéos. Du coup, c'est juste pour vous. Je vous aime. Bref, on arrête le sentimental et on commence cette update lecture. Il faut savoir que pour le mois de juillet, j'ai lu pas mal de livres. Je suis revenue d'une panne de lecture, donc j'ai fini des livres, je me suis lancée dans un vlog lecture, j'ai fait une lecture commune, enfin bref, c'était une histoire ce mois-ci, et je me suis lancée dans ma plus grosse pavasse de ma pile à lire, je crois, aussi. Enfin bref, franchement, un mois, niveau lecture, un peu fou. C'est simple, il y a 3, 4... Il y a 7 livres. Bref, on commence maintenant, je fais par ordre chronologique. Donc j'ai commencé le mois de juillet avec Happy Place de Emily Henry, sorti chez Penguin je crois. C'est l'édition anglaise, je crois que le livre est bien sorti en français, mais moi je l'ai du coup lu en anglais. Et j'ai eu un peu de difficulté à mettre dedans, mais c'était une très bonne lecture. Petit résumé, on va suivre Harriet et Vin, je sais pas comment on dit son nom, W-Y-N. Vin, je veux dire Vin. J'en sais rien. On suit Harriet et Vin et tous deux, ils sont en couple depuis des années. Ils partent en vacances avec leurs meilleurs amis dans un cottage où ils vont depuis très longtemps tous ensemble. Sauf que voilà, ils ont rompu. Ça fait vraiment 6-7 mois qu'ils sont plus ensemble. Personne n'est au courant dans leurs proches. Ils l'ont caché à tout le monde. Et de base, ils comptaient avouer en fait. En tout cas, Harriet devait venir toute seule en vacances pour avouer un peu la vérité. Sauf que Vin est là. Et leur ami leur apprend que c'est le dernier été qu'ils peuvent passer au cottage parce qu'après il sera vendu. Et également, elle leur apprend une grande nouvelle, elle va se marier à la fin de cette semaine de vacances, tous ensemble. Et du coup ils se disent, bah on peut pas leur dire qu'on n'est plus ensemble parce que ça va gâcher la seule semaine qu'on a, cette toute dernière semaine qu'on a ensemble dans ce cottage. Donc on se tait, on va faire semblant tout du long et c'est tout. Et du coup on les suit pendant une semaine faire semblant et en même temps on a des retours dans le passé où on voit du coup comment ils ont fini par être en couple, comment ça se passait en couple, etc. Enfin bref. Et franchement c'était hyper sympa. J'ai trouvé vraiment l'histoire cool à lire. J'ai beaucoup aimé les retours dans le passé parce que franchement ils étaient trop mignons. Genre voir le début de la romance, voir les prémices de l'amour, tout ça, c'est trop beau à voir. Et en même temps il y avait ce côté où comme tu sais qu'ils sont plus ensemble, ça fait mal de lire ça. T'es là en mode waouh, ils sont plus ensemble. Et en plus tu prends du temps à savoir comment ils en sont arrivés à ne plus être ensemble, bah, comment ça se fait qu'ils soient séparés. Et du coup tout le long t'es en mode mais comment des personnes qui s'aimaient autant ont pu finalement mettre fin à leur relation alors que clairement Harriet en tout cas a l'air d'aimer encore Vin. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de temps à le lire, j'ai pris vraiment 2 semaines je crois à le lire. Peut-être pas, j'abuse. Enfin bref, je sais pas, mais j'ai pris du temps. Je sais pas, j'ai eu du mal à m'y mettre. Après, c'était vraiment. Je venais de sortir d'une panne de lecture, j'essayais de m'y remettre tout doucement, donc ça a dû jouer. Et j'avais du mal à m'accrocher à l'histoire et au personnage par rapport à l'autre que j'ai lu d'elle qui est Happy Place où j'avais vraiment accroché comme pas possible, j'avais trop aimé. Mais je pense que c'était parce que c'était des écrivains, alors que là c'est des personnes lambda. Mais franchement, c'était hyper sympa parce que c'est pas qu'une histoire d'amour et une histoire d'amitié derrière parce que bah on suit un groupe de potes pendant leur semaine de vacances donc c'est vraiment génial. On voit qu'il y a quelques tensions, qu'il y a besoin d'explications, qu'il y a un manque de communication évident à un certain moment et qu'il faut du coup que ça discute. On voit un groupe d'amis qui en fait se connaissent depuis tellement longtemps qu'ils ont changé et il faut qu'ils arrivent à être encore amis et à se supporter les uns les autres malgré les différences, voilà, malgré le temps qui passe, malgré qu'on n'est plus la même personne qu'il y a 10 ans en fait. Et il y a beaucoup de remises en question sur qui on est, notre identité, qui est-ce qu'on veut être, comment être heureux finalement dans la vie, un peu quoi. C'est un peu tout ça. Je vous conseille à fond. Franchement, pour l'été, c'est vraiment génial. Si vous avez besoin d'un livre à lire sur la plage, c'est sympathique. Voilà. Ensuite, je me suis attaquée à quelque chose. Je vous explique. Du coup, j'étais en panne de lecture pour la simple bonne raison, c'est qu'en mai, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit niveau amical et amoureux. Et en fait, ça m'a bloquée dans ma lecture. Je lisais un livre et j'ai bugué sur le livre parce que tout se passait pendant que je lisais ce livre. Et ça m'a entièrement bloquée parce qu'à chaque fois que je prenais le livre, je pensais à tout ce qui s'était passé. Et du coup, j'étais dans l'incapacité en fait de lire. Et du coup, qu'est-ce que je lisais? Qu'est-ce qui m'a créé en fait cette panne de lecture et que j'ai enfin fini en juillet alors que ça fait depuis mai que j'étais dessus? Le 4e tome de Anne Shirley, donc là c'est Anne de Windy Willows, écrit par Lucy Maud Montgomery et sorti chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Voilà, je vous présente. Bon là c'est le 4e tome, donc je vais d'abord vous parler du premier tome. Dans Anne Shirley, on suit une jeune fille qui est orpheline et qui se fait adopter par un frère et une sœur qui de base voulaient un garçon pour les aider à la ferme mais qui se retrouve avec une fille par des concours de circonstances.
Et on suit du coup son aventure de son enfance jusqu'à sa vie adulte. Donc ici elle doit avoir 22-23 ans, elle est fiancée et en gros elle se retrouve à travailler en tant que directrice dans un lycée. On sait qu'elle est fiancée, qu'elle doit se marier dans 3 ans parce que chacun fait ses études, travaille, enfin bref, son conjoint, je crois, il fait des études pour être médecin si je me trompe pas. Et du coup en attendant, bah elle travaille et voilà. Et en fait elle est dans une ville qu'on ne connaît pas, avec des personnages qu'on ne connaît pas encore. Donc très différent des 3 autres tomes où on était quand même bien entouré des personnes qu'on connaissait depuis un petit moment. Là on voit presque pas les gens qu'on connaît de base, donc c'est très perturbant, et dans une ville encore une fois inconnue au bataillon. Et en plus de ça, il y a beaucoup de correspondances. On lit sa correspondance avec son conjoint, son fiancé, on voit ses lettres. On voit pas les réponses, on voit juste ses lettres à elle, et après il y a toutes les histoires avec toutes ces personnes qu'on ne connaît pas. Je pense que si ça avait été les mêmes personnages que les autres tomes, si ça avait été le même environnement, si ça avait été pareil que les 3 premiers tomes, je pense que j'aurais pu réussir à lire d'affilée en fait ce 4e tome à la suite des 3 autres, parce que de base je voulais tous les lire d'un coup. Mais ça n'a pas aidé en fait dans ma panne de lecture de me retrouver face à un univers un peu différent de ce que j'avais l'habitude. Du coup je m'étais vraiment franchement habituée à Green Gables, et là j'étais un peu perdue. Ça m'a pas aidé en fait, parce que quand vous prenez votre lecture et que là vous faites face à des personnages, vous êtes en mode mais c'est qui déjà eux, je me rappelle plus, je sais plus qui est qui, parce qu'en plus il y a toute une famille, c'est la même famille. Et bref, il y a trop de personnages, c'est hyper perturbant, donc j'étais complètement à l'ouest. J'ai fini par réussir à reprendre ma lecture du coup en juillet. Ça n'a pas été trop difficile, j'avais peur du coup que ce soit trop compliqué pour moi, mais finalement ça a été assez simple de reprendre ma lecture. Ça a été, j'étais pas trop perdue, j'ai pas mal aimé, et j'ai décidé de faire une pause avant de reprendre du coup les autres tomes. Donc il m'en reste 5 je crois normalement, parce qu'il y a 9 tomes. On reprendra sûrement ça en septembre ou en octobre, parce que dans tous les cas je veux tous les lire avant la fin de l'année. Mais c'est une très bonne lecture, n'hésitez pas à les lire les Anne Shirley, il se passe pas grand chose, c'est assez contemplatif, on suit vraiment l'histoire d'une vie en fait, et voilà. Mais c'est vraiment sympathique quand on est dans le bon mood. On en arrive à la semaine du vlog. La dernière vidéo que j'ai fait, où j'ai fait un vlog, et du coup je vais reprendre ces lectures et vous en parler. Voilà, mais je vais essayer d'aller vite parce que du coup il y avait vraiment le vlog où j'en parle. Donc pendant ce vlog j'ai lu en tout 1, 2, 3 livres, et il y avait un 4e livre que j'avais en lecture commune que j'ai fini après le vlog. Je vais commencer avec La tisseuse de mélodie, tome 1, tome 2. Je vais parler ensemble de la duologie. Je vous la présente, très jolie. La tisseuse de mélodie, c'est écrit par Sarah Abbasi, c'est sorti chez Hachette. Dans la tisseuse de mélodie, nous suivons Shona, qui est tisseuse de mélodie comme le titre l'indique, c'est-à-dire qu'elle a des visions du futur du peuple de... je sais plus comment s'appelle le peuple, la ville. Mais bref, son peuple, en gros, elle peut voir leur futur, et elle doit retranscrire sur des parchemins ses visions. Donc elle fait en fait les partitions des visions qu'elle a du futur des gens. Parce que c'est pas possible d'avoir des visions de soi-même. C'est vraiment juste la vision des autres individus du peuple, de cet univers, de cette... Bref. Et en gros, donc, on arrive à un moment très important. Tous les 7 ans, il y a une sorte de fête qui se passe, et il y a des hommes qui viennent dans là où elles vivent, les filles, je me rappelle plus du nom. Pendant ce temps-là, il faut qu'elles fassent attention à ne pas regarder les hommes dans les yeux, parce qu'il est bien connu que les tisseuses, si elles regardent les hommes dans les yeux, il leur arrive un grand malheur. Donc elles sont toutes un peu en flip pour ça, parce que c'est vraiment le mythe, la légende, en mode faut vraiment fuir le regard des humains, des gens tout à fait ordinaires, parce que sinon on sait pas ce qui peut nous arriver. Sauf que voilà, Shona à un moment donné elle se retrouve à l'extérieur, dans le jardin, et elle rencontre Alistair, elle trébuche, il l'aide, et leurs regards se croisent. Et là elle a une vision soudaine d'elle en train d'assassiner le roi aux côtés d'Alistair. Sauf que c'est pas possible normalement d'avoir une vision comme ça, et surtout elle décide de cacher cette vision, de ne dire à personne ce qu'elle a vu. Sauf que, problème, les autres tisseuses elles commencent à avoir des visions, dont une qui a la même vision qu'elle de Shona qui tue le roi. Elle part, elle essaie de fuir parce qu'elle est recherchée par tout le gouvernement entre guillemets, qui veulent donc son arrestation afin qu'elle puisse ne pas commettre ce meurtre dans le futur. Et en fait on va suivre leur histoire d'Alistair qui aide Shona, parce que du coup Shona est là en mode faut que je le retrouve pour lui dire que il est dans ma prophétie, donc comment ça se fait qu'il participe à ça, c'est quoi son lien avec toute cette histoire, et il faut qu'il m'aide quoi, faut qu'on prouve qu'on fera pas ça en fait. Et du coup c'est sur 2 tomes, c'est une duologie qui est du coup hyper sympa à lire. Il y a une petite romance, franchement la romance est dans le 2e tome plus que dans le premier. Moi je me moquais un peu. Moi ce qui m'intéressait c'était vraiment l'univers est hyper intéressant parce que les instruments de musique sont des armes, et on apprend plein de choses sur qui sont vraiment les personnages, comment fonctionne en fait cet univers, et est-ce que le gouvernement mis en place est correct en fait, ou est-ce qu'il faut peut-être changer de gouvernement, enfin bref, toute une histoire de refaire le monde finalement.
Et franchement, je me suis trop amusée pendant ma relecture du premier tome et pendant ma découverte du deuxième tome. C'était trop bien, j'ai adoré suivre Shona et Alistair. Il reste quand même quelques mystères autour de la mère de Shona et les parents d'Alistair. Mais franchement, c'était hyper génial, je vous conseille à fond. Si vous voulez une petite duologie en fantasy et que vous voulez pas vous lancer dans quelque chose de trop gros, de trop grand et de trop complexe, je trouve ça parfait pour ceux qui commencent en fait la fantasy. Et puis encore une fois, il y a une petite romance, donc je sais que ça peut aider. Moi perso, c'est encore une fois, c'est pas ça qui m'a plu, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, tout le côté un peu plus politique, parce que moi j'adore ça dans les fantaisies. Donc je vous conseille grandement. Et l'autrice est française, donc c'est encore mieux. Ensuite, pendant du coup ce vlog lecture, j'ai lu en une journée, en 24 heures, j'ai lu Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi, sorti chez Flammarion. Dans Plus grand que le ciel, nous suivons Vincent et Elsa qui sont tous les deux en train d'attendre dans la salle d'attente d'un psychiatre. Et ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais parlé, sauf que voilà, ils vont commencer à apprendre à se connaître. Faut savoir que Vincent, il est romancier à succès, et quand il vient chez le psy, il parle de tout sauf du problème principal. Vraiment, il parle de tout sauf de pourquoi il est là. Et Elsa, elle, vient chez le psy parce qu'elle a fait une sorte, pas de burn-out, mais un peu quand même. En gros, elle a perdu son papa il y a quelques mois, et ça fait, je crois, 2 mois qu'elle l'a perdu. Elle avait encore pas réagi réellement à tout ça, et soudainement, elle s'est mise à pleurer au travail, elle est vraiment très mal. Il faut savoir qu'elle travaille en tant que conseillère funéraire, donc vraiment très particulier comme métier, mais je trouvais ça très intéressant en vrai. Elle doit voir un psy pour aller mieux, parce que bah voilà, ça a beaucoup secoué, ça l'a beaucoup secoué la mort de son papa. Et elle a beaucoup de mal à s'en remettre, elle est partie, elle a fait une dépression et du coup elle sort plus de son lit, elle a du mal à vivre en fait ses journées. Et donc tous les deux se retrouvent là et ils vont finalement un peu s'aider l'un et l'autre. Voilà. Et moi j'ai trop aimé, vraiment j'ai trop aimé. Déjà parce qu'il y a un romancier, dès qu'il y a un romancier dans l'histoire, moi je suis trop contente. J'aimais bien parce qu'il y avait des chapitres où on les voit parler en fait au psychiatre et du coup on a ce qu'ils disent au psychiatre, on a ce genre de monologue hyper long de tout ce qu'ils sont en train de dire au psychiatre qui les regarde juste et qui ne parle pas, qui ne répond pas spécialement. Et à côté on a leur chapitre à chacun leur tour de leur journée, de ce qui se passe, etc. Et franchement c'était trop bien, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a beaucoup de réflexions sur la mort du coup, c'est vraiment le sujet principal, le deuil, la mort, les peurs qu'elle a en rapport avec la mort, c'est comme ça moi que je perçois et comme ça que je réagis, enfin je me suis vachement sentie entendue et comprise sur un sujet où j'ai du mal à exprimer ma peur et qui des fois je pars vraiment en crise d'angoisse et je sais pas comment expliquer pourquoi je pars en crise d'angoisse. Et ce livre, j'étais en mode bah oui c'est ça en fait, c'est ça que je ressens. Et en plus j'allais pas très bien quand j'ai lu ce livre, j'étais vraiment pas bien. Il y avait un peu d'espoir dans tout ça parce que même si le sujet est difficile, bah en fait les personnages finissent par s'en sortir et par aller mieux. Ils se côtoient mais en fait ils se rendent compte que pour continuer de se côtoyer, il faut peut-être aller mieux d'abord. C'est pas l'autre personne qui les aide à aller mieux, c'est juste ça les pousse à aller chez le psy, pas de soucis, enfin, c'est un plaisir parce qu'ils se voient là-bas. De voir l'autre, bah, ça fait du bien au moral, mais c'est pas ça qui les a soignés réellement, c'est vraiment la thérapie en tant que telle. Je sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, j'ai trop aimé, je vous le conseille à fond. J'adore Virginie Grimaldi, j'avais adoré Que ne durent que les moments doux. J'arrête pas d'en parler, j'ai l'impression de ce livre, mais vraiment c'était parce que c'est mon préféré d'elle. Et du coup, bah, c'est encore un plaisir d'en lire un d'elle, vraiment je... En plus, ça se lit rapidement, ça se lit vite, c'est du bon temps passé, c'est agréable. C'est trop bien, c'est tout. Ensuite, on va parler de la pavasse qui attend là depuis tout à l'heure. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Première partie, hein, parce que le livre a été découpé en deux, et c'est sorti chez Classic Pocket. Donc là je suis en train de lire la deuxième partie, donc j'ai toujours pas fini le Comte de Monte Cristo en tant que tel, mais j'ai lu la première partie, en tout cas, du Comte de Monte Cristo. Dans le Comte de Monte Cristo, nous suivons Edmond Dantès, qui est marin, et en gros il revient d'un sorte de voyage... sur le pharaon. En gros, il va chercher des marchandises, tout ça, où il vend les marchandises, enfin bref. Donc il revient, et en revenant, Morel, qui appartient au bateau, lui dit... Peut-être que tu passeras capitaine, voilà. Il y a moyen que tu passes capitaine, sauf que voilà, il y a Danglars qui est là, qui travaille aussi sur le bateau, qui est genre comptable, un truc comme ça, qui entend ça et qui la mauvaise. Il est complètement jaloux. À côté, on a Cadrousse qui est le voisin de Edmond Dantès et son père. Et Cadrousse, il est un peu envieux aussi, mais plus sur le coup de l'alcool, on va dire. Genre sur le coup de l'alcool, il a peut-être fait une bêtise. Et on a également 2 autres personnages qui sont la cause du problème de Edmond Dantès. Il y a Fernand, qui est le cousin de Mercedes, la bien-aimée de Edmond Dantès, qui souhaite épouser Mercedes. Et quand il apprend qu'il va être capitaine, il est en mode « Oh mon Dieu, c'est le moment idéal, il faut qu'on se marie ». Parce qu'en plus, il faut que j'aille à Paris parce que l'ancien capitaine du bateau est décédé quand il était sur le bateau, et il m'a chargé de donner une lettre
à quelqu'un sur Paris, en sachant que lui il est au courant de rien, juste il veut juste, c'est la dernière volonté du capitaine, donc il veut juste l'accomplir. Donc il souhaite se marier avec Mercedes, et Fernand c'est le cousin de Mercedes, et le problème c'est que Fernand est amoureux de Mercedes, il est fou amoureux d'elle, et elle est là en mode mais moi je te vois que comme mon cousin en fait, t'es comme un frère pour moi. La friendzone. Et du coup, c'est un petit peu problématique parce que Fernand est hyper jaloux en fait du coup de ça. Le jour même, il se retrouve avec Danglars et Cadrousse. Ils sont tous un petit peu désinhibés par l'alcool. Et en fait, Danglars écrit une lettre comme quoi Edmond Dantès travaillerait pour Napoléon qui a été exilé parce que voilà. Napoléon quoi, coup d'état, tout ça vous connaissez. Et du coup, il serait bonapartiste. Et donc, bah, les bonapartistes à cette époque-là, ça se faisait arrêter, envoyé en prison. Il écrit la lettre en mode ah 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 lol. Bien sûr c'est une blague, on va pas faire de mal à Edmond Dantès, ce si gentil Edmond Dantès. Sauf que c'est fait exprès pour que Fernand, qui est ivre de jalousie, obtempère et du coup il récupère la lettre et il l'envoie. À qui de droit. Et ce qui fait que Edmond Dantès est arrêté. Donc là on se dit vas-y c'est une erreur, on va bien se rendre compte et tout ira bien. Bah non en fait, parce que Edmond Dantès tombe sur la pire personne pour sortir, pour l'aider, c'est qu'il tombe sur De Villefort, et De Villefort il était lui-même en train de fêter ses fiançailles avec sa femme, enfin sa future femme, sa fiancée. De base il est vraiment en mode bon voilà j'ai compris, c'est quelqu'un qui a fait une mauvaise blague à cette personne, le pauvre il est pas fautif donc on va pas l'envoyer en prison pour ça. Sauf que du coup on a cette lettre qui devait être donné à Paris et qui est retrouvé dans les affaires de Edmond Dantès. Et malgré tout, de base, De Villefort est là en mode bon, il savait pas, enfin vraiment, encore une fois, on va pas le mettre en prison pour ça. Puis il lit la lettre et il voit que la lettre est adressée à Monsieur de Noirtier, son père. Et là, Villefort se dit bah faut pas en fait que Edmond Dantès soit en l'air libre parce que qu'est-ce qui me dit qu'il a pas lu la lettre, qu'est-ce qui me dit qu'il est pas au courant, qu'est-ce qui me dit qu'il va pas mettre en danger mon père et du coup moi qui suis quand même très haut placé actuellement et comme encore une fois il rêve de plus parce que bah voilà c'est des personnages quand même qui sont très ambitieux, bah du coup il décide d'envoyer Edmond Dantès en prison. Donc Edmond Dantès se retrouve en prison pendant 14 ans, il est dans les cachots et il fait la rencontre de l'abbé Feria qui va lui parler d'un trésor, le trésor de Monte Cristo, qui est sur une petite île qui paye pas de mine. Et en fait, quand l'abbé Feria décède, désolé, je vous spoil un peu, mais est-ce qu'on peut vraiment parler de spoil quand on parle de Monte Cristo? Je ne sais pas. En décédant, ça le permet à Edmond Dantès de s'échapper. Il trouve cet argent, cet or, cette mine de diamants, et il décide d'utiliser tout ça pour se venger. Donc quelques années plus tard, il revient en tant que comte de Monte Cristo. Personne ne devinait qui c'était, personne ne sait que c'est Edmond Dantès. Et au fur et à mesure, il décide de se venger de chacune de ces personnes qui lui a voulu du mal. C'était long pour expliquer, j'aurais pu faire plus court, mais j'avoue, c'est ma lecture du moment et j'aime trop ma lecture. Donc bah, j'ai adoré cette première partie. Il se passe plein de trucs, là où j'en suis c'est encore mieux, mais là franchement c'était pépite. C'est peut-être un peu long pour commencer, mais moi j'adore à partir du moment où il revient en Monte Cristo. J'aime trop. Le fait qu'il veuille se venger, qu'il rencontre à nouveau en fait ceux qui lui ont fait du mal, ses ennemis, et qu'il fasse semblant d'être leurs amis, et bref, c'était vraiment génial à lire. Je suis trop pressée de finir la deuxième partie pour vous en dire plus sur comment, bah du coup si c'est vraiment un banger, mais bon, c'est un banger, hein, c'est un classique de la littérature. Voilà, je passe du coup un trop bon moment, je vous conseille à fond. Du coup moi j'ai re-regardé à nouveau l'adaptation avec Pierre Ninet, parce que de base c'est pour ça que je voulais lire le livre, parce que l'été dernier l'adaptation est sortie au cinéma, et je l'ai vue 3 fois au cinéma, d'accord? Parce que j'ai adoré l'adaptation, j'ai trouvé que c'était un trop bon film, très beau, les acteurs incroyables, bref j'ai surkiffé le film. Rien à voir. Le film, rien à voir. Le livre est tellement mieux. Alors le film c'est un de mes films préférés, hein. C'est mon deuxième film préféré de tous les temps, pas de souci. Mais l'adaptation n'est pas à juste valeur. Après 3 heures de film, 3 heures de film pour des pavasses. Là c'est 910 pages et l'autre partie c'est 556, un truc comme ça page. Bien sûr un peu impossible d'adapter autant de choses, mais il y a... Enfin franchement rien à voir. Lisez le livre. Si vous avez aimé le film, mais vraiment... Lancez-vous dans les livres parce que vous allez voir, c'est encore mieux. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Et du coup, on finit par le pire. Je pensais pas finir par ma pire lecture de 2025. Oui, carrément. J'avoue. Mais du coup, je finis par ma lecture commune. Mais vraiment, je suis désolée Thaïs et je suis désolée Lisa parce que, encore une fois, vous m'entendez parler de ce truc depuis 1000 ans, mais excusez-moi, c'est pas grave si on en parle sur WhatsApp et qu'on en parle aussi ici, hein, clairement. 31 jours pour t'aimer de Sophie Jomain, sorti, je sais même pas c'est qui, chez Ozu. Si vous avez vu mon vlog, vous savez. Mais je vous raconte du coup à nouveau l'histoire.
Enfin le résumé, hein. Je vais pas vous faire toute l'histoire parce que ça n'en vaut pas la peine. On suit Julie qui vient d'arriver pour les vacances et elle trouve dans un bar une lettre abandonnée là qui est signée le BG du 34. Julie c'est un peu une romantique en série et du coup elle est là en mode oh my god, une lettre. Il faut que je réponde à cette personne et qu'on ait une correspondance. Elle commence cette correspondance avec BG du 34, elle signe Summer Girl. Lui de base, du coup, enfin BG du 34, qui s'appelle clairement Max, mais elle est pas au courant, il veut pas répondre de base, il est là en mode mais c'est qui cette meuf timbrée qui me répond alors que la lettre lui était pas adressée en plus. Il finit quand même par répondre, par curiosité clairement. S'ensuit du coup une correspondance, sans se rendre compte que ils finissent par eux-mêmes se rencontrer et traîner un peu dans le même cercle d'amis, mais ils se supportent pas trop. Genre ils sont pas très fans l'un de l'autre. On a la lettre où ils sont là en mode oh, on est potes. Et on a vraiment les moments où ils se supportent pas quoi. Donc c'est censé être une romance d'été qui se passe en 31 jours. C'est des lettres d'ailleurs, c'est trop bien ça par contre. Mais c'est tout ce qui est bien pour le livre. Franchement, 21,95€ pour ne pas avoir aimé un livre, c'est triste. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? L'écriture. C'est une dame de 75 ans. Qu'est-ce que je raconte? Qui est née en 1975, donc elle a 50 ans. Qui écrit en mode Jones. Sauf que madame, vous êtes pas Jones et les Jones ne parlent pas comme ça. Je suis désolée de vous avouer. Des fois, il y a des termes, enfin, je suis désolée, mais on les dit pas. Voilà, en tout cas, c'est un peu perturbant parce que des fois, vous parlez bien. Des fois, ils parlent hyper bien. Et d'un coup, ils parlent en mode... en mode comme personne ne parle, en mode gros cliché de l'adolescent. Donc très dérangeant. En plus de ça, je trouve que comment est décrit Julie est très gênant. C'est-à-dire que Max il parle que de son corps, comme quoi elle est hyper bonne et canon quoi, et c'est hyper dérangeant. Enfin franchement, moi j'ai pas envie de lire ça quand j'ai envie de lire un livre, tout simplement une romance, j'ai pas trop envie que la seule chose qui ressort sur ce personnage c'est qu'elle soit bonne en fait. Genre vraiment, j'ai l'impression qu'il est intéressé par elle que pour ça. Que parce qu'elle est pas dégueulasse à regarder, qu'elle est grave sexy, et c'est tout. Voilà, donc c'était un peu gênant, surtout que c'est écrit par une dame. Je trouve ça dingue qu'une femme ait écrit ça. Je parle même pas du moment de jalousie extrême de Julie où elle casse la gueule, un peu quand même à une meuf, par jalousie. Parce que, je sais pas, il paraît que c'est encore à la mode de se crêper chignon pour un homme. On n'est plus dans les années 2000. C'est quoi ces clichés en fait les filles sont pas girls, non. Enfin bref, ça me désespère. Ah oui, je ne suis pas comme toutes les filles parce que je n'ai Jane Austen et je joue à Call of Duty. Bah vraiment, comme je l'ai dit sur ma review BookTok, ma grande, tu es comme toutes les filles. Parce qu'on est beaucoup à faire ça en fait. Bon, je suis désolée, la vidéo s'est arrêtée. Parce que j'atteins 30 minutes, à partir de là mes vidéos s'arrêtent. Du coup je vais continuer mais le plan a dû changer un petit peu. Mais oui du coup, moi genre, je suis désolée mais lire des personnages qui sont soi-disant pas comme tout le monde alors que franchement à notre époque, ça fait très pick-me en fait. J'ai l'impression de lire un livre sur une pick-me. C'est un peu gênant. Franchement, j'ai rien aimé de ce livre. J'ai mis 1 étoile, tellement j'ai pas aimé. La fin est pas ouf. Il y a rien qui est ouf en fait. Franchement, je vous conseille pas. Je l'ai vu beaucoup passer sur BookTok. Ça m'a assez surprise parce que je comprends pas pourquoi. C'est bien, oui, le concept est génial, mais c'est pas pour autant que le concept est génial que le livre est bien. Franchement, il ne vaut pas sa hype du tout. Genre, n'achetez pas ce livre. Enfin, 21,95€ pour lire un livre sur une gamine de 18 ans qui se comporte comme une gamine de 5 ans, qui sait pas gérer ses émotions, qui, genre, est vraiment conne en fait. Et impolie. Il y a un délire où elle mange un hot dog et elle est mais insupportable sur comment le hot dog doit être fait. Bah ouais, super, tu donnes encore plus de travail à la personne en face de toi. Enfin bref, il y a tout un truc où genre vraiment le personnage est trouvé détestable quoi. Je le conseillerais même pas pour une ado. Parce que franchement, personnellement, en tant qu'ado, j'aurais pas aimé lire un livre sur une meuf qui le seul truc sympa qu'elle a et qui intéresse Max, c'est qu'elle soit bonne. C'est un peu ce que je retiens en fait du livre. Alors certes, du coup, il adorait la meuf avec qui il parlait par lettre, donc il aime pas que ça chez Julie. Mais enfin, de base, il supporte pas et il commence à pouvoir la supporter parce qu'elle est séduisante. Ok, et du coup sa personnalité insupportable, enfin... Puis, je sais pas, je trouvais ça pas... Non mais je sais pas, je comprends pas en fait. Je comprends pas, je trouve que c'est plus que complexant pour les ados. Puis ça leur montre vraiment le mauvais côté des choses. Genre à aucun moment si tu fais preuve de jalousie envers une personne, tu fais tout pour lui faire du mal physiquement en fait. Alors certes après elle s'en veut, mais le mal est fait. Donc à un moment donné tu contrôles tes émotions, t'es une personne adulte. Si t'as un problème tu vas voir la personne en face. Et encore une fois, la jalousie n'a même pas lieu d'être. Donc... Franchement, je vais la mettre en boîte à livres. Enfin voilà, c'était mon update lecture sur mes lectures du mois de juillet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère qu'elle va pas sortir dans 10 ans non plus. Parce qu'on est quand même déjà le 6 ou 7, je sais plus on est combien, 7 août et je prends 1000 ans pour faire le montage vidéo.
Oups. N'hésitez pas à me dire les livres que vous avez lus, ce que vous avez aimé ou pas aimé, et ce que vous me conseillez bien évidemment. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche, et puis voilà, je vous laisse pour cette fois-ci, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.